Bonsoir à toutes et tous. L'Ordre des architectes des Hauts-de-France inaugure ce mardi 14 décembre, un cycle de tables rondes mensuelles. On se donnera rendez-vous tous les deuxièmes mardis du mois, à peu près à la même heure, en parcourant l'ensemble de la région, j'espère. On commence aujourd'hui à Amiens. L'idée, c'est de répondre un petit peu aux questionnements des confrères, échanger avec les autres acteurs de la profession, les acteurs de l'acte de bâtir, reprendre parfois des sujets d'actualité. Bref, ne rien s'interdire. On commence cette semaine, ce mois-ci, avec un éclairage particulier sur le dispositif Petite Ville de demain. C'est vraiment le prétexte. On va voir ensemble ce soir que il y a tout un tas d'outils et de démarches autour effectivement de la question de la revitalisation des centres-villes, centres-bourgs, autour de ces questions très urbaines et qui le sont un peu moins peut-être en zone rurale. En tout cas, voilà, l'idée c'est d'éclairer un petit peu l'ensemble de cette boîte à outils qui permet aux acteurs des territoires, aux élus, de bénéficier voilà, de ressources d'ingénierie, de ressources financières, de ressources techniques dans des questions aussi variées que de la reconversion de bâtis anciens, des friches industrielles à requalifier, des espaces publics à réaménager, des centres-bourgs à revitaliser. Bref, un balayage assez large et pour ça on a invité plusieurs témoins, plusieurs intervenants, des représentants du Conseil régional des Hauts-de-France qui depuis déjà longtemps travaille et réfléchit sur ces questions. Les services de l'État, Madame Clomès nous rejoindra tout à l'heure, mais Madame Gorlier est déjà avec nous, euh, qui pilote un petit peu le service aménagement et prospective à la DDTM. Et puis, en guest star, le directeur du CAUE de la Somme, qui a eu le loisir et la chance d'accompagner plusieurs territoires dans les prémices un petit peu de ces démarches. Et si l'Assemblée générale de SACOM de Com le lui permet, Pascal Bohin, qui est le vice-président d'une communauté de communes et maire, nous livrera son témoignage. Sans perdre de temps, je vais tout de suite demander à Soufiane Alexandre, qui est chargé un petit peu de ces questions au Conseil régional, à la région Hauts-de-France, de nous faire part un petit peu de la démarche de la région, des outils et de la manière dont il s'empare du sujet. On parle au micro de manière à bien s'entendre. Pas de problème. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Je ne vais pas m'étendre très longtemps, je vais essayer d'aller à l'essentiel. L'objectif étant que vous puissiez aussi m'interroger sur mon métier, sur ma façon de procéder. Alors, l'action régionale concrètement au niveau de la politique de redynamisation des centres-bourgs, elle s'articule autour de deux volets. Une première action sur les 23 villes qui ont été identifiées Action Cœur de Ville avec une participation de la région sur les actions qui sont portées dans le cadre de la convention ACV des 23 communes labellisées avec un financement à hauteur de 500 000 euros pour chacune des agglomérations. Donc ça, c'est une politique qui a été mise en place assez rapidement après la mise en place de Action Cœur de Ville par l'État. Et en parallèle de cette politique sur les grandes agglomérations, les élus de la région ont estimé qu'il fallait également intervenir pour des strates inférieures de communes, et notamment aussi pour la ruralité. Et donc on a lancé un appel à projet où on a pu sélectionner 114 lauréats à l'échelle de la région. Et de mémoire, il y en a 18 dans la Somme qui ont été sélectionnés. Et donc suite à cet appel à projet, donc, qui a démarré en 2019, on accompagne tout type de communes sur leur stratégie de redynamisation de leur centre-ville. Donc au niveau budgétaire, c'est un budget global de 60 millions d'euros qui est consacré sur ces deux politiques, avec 12,5 millions sur ACV et 48,5 millions d'euros pour les 114 lauréats, qui ont été sélectionnés. Concrètement, il y a 3 volets sur l'appel à projet qui nous permettent d'intervenir auprès des communes. Donc un premier volet qui est un volet plutôt investissement, où on va financer essentiellement de l'aménagement urbain. C'est la plus grosse partie de notre intervention concrètement. Et c'est sur celle-là qu'on est le plus sollicité.
Donc on peut faire aussi bien de l'acquisition, de la réhabilitation de commerces vacants, de la réhabilitation de friches, du développement urbain. On est vraiment sur tout type de projet en investissement. Plafond maximum par commune, c'est 1 million d'euros. Et en général, on intervient à 50% des dépenses. Le deuxième volet, qui est plutôt un volet articulé sur le commerce et l'artisanat, c'est vraiment un volet qui permet de faire de l'animation commerciale en centre-ville, donc avec une aide spécifique sur le recrutement des managers de centre-ville et tout type d'événementiel qui peut être mis en place par les unions commerciales, etc. Donc là, on est sur un budget qui est en fonctionnement, qui est un peu plus petit. On peut aller jusqu'à 60 000 euros par commune, en tout cas pour les accompagner. Et le troisième volet, c'est un volet plutôt ingénierie, donc sur lequel on a mis en place un marché à bon de commande qui permet aux communes de disposer d'études flash financées à 100% par la région, sur tout type de thématiques, aussi bien des études commerciales, juridiques, on s'adapte aux besoins des élus, dans le sens où ce marché à bon de commande doit aussi permettre derrière d'identifier des projets en investissement qui vont venir justement consommer le volet 1. Et dans ce volet donc 3 ingénierie, on a aussi mis en place ce qu'on appelle des résidences, mais Slim vous l'évoquera plus particulièrement, donc où c'est une immersion chez quelques communes pour définir une feuille de route stratégique. Donc voilà en gros les modalités d'intervention de la région. Pour la Somme, donc on a 18 lauréats et un ACV qui est à Abbeville, avec différents responsables référents. Donc moi je suis le référent pour l'intégralité du territoire, mais je m'occupe également d'une partie de l'Oise et d'une partie de l'Aisne. Donc j'ai une trentaine de communes en suivi pour la région. Donc petit bilan de ce qu'on a pu d'ores et déjà financer. Concrètement, vous allez le voir, on est sur plusieurs types d'opérations. Donc ça va de la valorisation des parcours marchands, donc ça c'est des choses qu'on aime beaucoup financer parce que c'est la priorité de notre politique, hein, c'est vraiment le développement économique. On finance également des réaménagements urbains complets de rues, donc ça permet aussi d'améliorer la déambulation et l'accès au commerce. On finance également donc, un espace coworking qu'on a pu financer à Doulan. Donc on a aussi des équipements. Dans les équipements, alors c'est pas évoqué sur cette liste parce qu'on a des projets un peu partout dans les Hauts-de-France. On finance aussi beaucoup de halles commerciales, donc des halles couvertes qui peuvent être mises en place dans les centres de village. Et on finance également de la reconversion de friches. Par exemple, à Gamache, on a démoli intégralement une friche qui a été reconstruite par un bailleur pour justement recréer de l'habitat. Et nous, on est venu financer donc la reconversion, la création des cellules commerciales du bas, qui étaient portées par la commune et qui ne pouvaient pas financer seule donc cette réhabilitation pour installer des cellules commerciales. Donc on est venu les aider. Voilà à peu près le type de projet qu'on est appelé à travailler, avec aussi tout ce qui va être autour de la signalétique, donc mise en place de plans de signalétique, tout ce qui va être également donc de réintroduire du paysage dans les centres-villes, de refaire du mobilier urbain, et en tout cas de pacifier un peu certains espaces urbains qui sont parfois délaissés ou qui sont dans des états vieillissants en tout cas et qui sont en déprise, quoi. Donc dans les actualités, on a cette politique, je ne vais pas vous aller dans le détail, mais concrètement, on avait une politique qui a démarré en 2019. Suite au Covid, il a été décidé de repousser d'un an la fin du dispositif. Donc aujourd'hui, on va jusqu'à la fin de l'année 2022 pour accompagner toutes ces communes dans leur politique et dans leur stratégie. Et depuis peu est arrivé le dispositif Petite Ville de demain qui est mis en place alors sur une géographie un peu différente que celle de la région. Par contre, il y a des croisements et donc sur ces croisements, il a été décidé de déléguer
un fonds de la Banque des Territoires qui nous permet de financer également des études, donc des études stratégiques pour justement rédiger des feuilles de route sur toutes les communes qui ont été identifiées. Ok, vous avez évoqué il y a quelques instants une particularité, je crois que c'est le programme ou le dispositif résidence qui permet peut-être d'aborder la question de manière un petit peu différente. C'est Slim qui va nous en dire un petit mot. C'est un dispositif purement région ? Oui, alors je me tourne vers la technique pour voir si elle valide le fait que je parle bien près du micro. La technique valide, donc je peux y aller. Avant de commencer, Frédéric, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît et on s'apprécie. Et te remercier de cette invitation, ainsi que l'Ordre des architectes. Je trouve que c'est une très très belle initiative, le fait de dialoguer autour de nos métiers. Et c'est pas sans lien avec ce que je vais m'apprêter à dire. Effectivement, comme tu l'as évoqué, Frédéric, et comme a pu le dire Soufiane juste avant, dans ce dispositif mis en place par la région, dans cet appel à projet, il y a un outil particulier qui s'appelle la résidence. Alors, résidence, le terme évidemment est générique et il n'appartient pas à la région. Tout le monde ici a certainement déjà entendu parler des résidences d'architectes, des résidences d'artistes. C'est un peu dans cette inspiration que s'est inscrit ce dispositif. Ce dont on s'est aperçu à travers les réflexions qui ont amené à créer cet appel à projet, c'est que dans cette région, il y a une constellation de gros bourgs et de petites villes qui jouent un rôle déterminant dans la structuration du territoire et dans lesquelles il y a une part encore très importante de la population qui réside et qui peut, dans certains cas, rencontrer un certain nombre de difficultés. Je pense que tout le monde a pensé tout de suite à qui je fais référence, le fameux phénomène des gilets jaunes, qui nous disent des choses sur la façon dont nos sociétés fonctionnent, sur la question de la déprise commerciale, sur la question des services publics, sur la question de l'état des centres-villes. Je ne vais pas vous dire que c'est en réponse à ça que ce dispositif a été créé, mais néanmoins, il s'inscrit dans cette demande d'une certaine manière. Dans le SRADET, je ne vais pas faire un discours hyper technique, ce n'est pas l'objectif de cette réunion, mais la région porte un schéma que la loi lui a conféré, le schéma régional d'aménagement du territoire. Et à travers les réflexions autour de ce schéma, est apparue justement l'importance de ces petites villes et de la nécessité de les renforcer sur un certain nombre d'aspects, et en particulier sur l'aspect commercial. Le seul problème avec ces petites villes, si tant est qu'on puisse qualifier ceci de problème, c'est qu'elles n'ont pas toujours l'ingénierie nécessaire en interne pour réfléchir à la manière dont elles imaginent l'évolution de leur centre-ville. Très souvent, il y a un seul, voire pas du tout de cadre A. Dans la fonction publique, les cadres A, c'est la fonction publique territoriale, notamment les cadres A sont les personnes entre guillemets les plus diplômées. Et souvent, ce sont des personnes à tout faire qui s'occupent de beaucoup de choses et qui n'ont pas le temps de s'arrêter pour réfléchir à ces aspects-là. Le dispositif résidence, c'est en fonction d'un certain nombre de critères sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure si vous voulez, mais un certain nombre de critères objectifs, la sélection d'un certain nombre de communes dans la région pour tester ce dispositif qui consiste à réunir une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il y a différents profils, et j'insiste là-dessus, en particulier des architectes urbanistes, donc un corps de métier qui est fondamental pour le fonctionnement de ce dispositif, des gens qui ont l'habitude de réfléchir sur l'espace public, son organisation, son évolution, tout ceci dans des problématiques présentes et futures. Chacun d'entre nous ici a pu voir ce qui s'est passé l'été dernier dans des villes qu'on n'imaginait pas pouvoir être victimes d'inondations en plein cœur de l'été. Pas seulement en Belgique et en Allemagne comme on a pu le voir, mais y compris dans le nord de la France. Donc ça, c'est des problématiques de centre-ville. Un centre-ville ne se réduit évidemment pas à sa fonction commerciale. Quand bien même il perd de la population, il y a encore des habitants qui y vivent, et souvent des personnes captives par ailleurs, et des personnes d'un certain âge, mais pas que. Donc un centre-ville, c'est différentes dimensions. On y vit, on s'y balade, on le traverse, on y va pour se former, on y va pour des démarches administratives, on y va à pied, on y va en vélo, on y va pour se divertir, et ainsi de suite. Le dispositif résidence, c'est d'essayer de penser toutes ces dimensions
avec des architectes urbanistes, avec des spécialistes en mobilité, avec des spécialistes en offre commerciale. Et j'en profite pour dire que c'est aussi un partenariat entre la région et les agences d'urbanisme regroupées sous le label Urba 8. Il y a 8 agences d'urbanisme à l'échelle de la région, la DUGA à l'échelle du Grand Amiénois et de Rouen, la DULM pour l'île métropole, Boulogne Développement, Oise-les-Vallées, je ne vais pas toutes les citer, mais elles sont très faciles à retrouver. Donc c'est aller à la rencontre des communes qui sont hors des dispositifs d'ingénierie. Souvent, elles sont éloignées de SCOT, elles n'ont pas de PNR, parc naturel régional, elles n'ont pas à proximité ou à leur disposition des gens qui sont en mesure de les accompagner dans leur réflexion. Donc c'est cette équipe projet pluridisciplinaire qui accompagne le maire, la maire et ses équipes et les agents techniques pour travailler à une stratégie de redynamisation du centre-ville. Et on ne s'arrête pas là. Il n'y a pas seulement cette réflexion stratégique, en lien avec Soufiane et tous les dispositifs opérationnels de la région, mais pas que de la région. On travaille beaucoup avec la DDTM, on travaille avec le CAUE, on travaille avec les chambres de commerce et de métiers, on travaille avec parfois des acteurs spécifiques selon les problématiques. Il y a certaines villes où la problématique gare est importante, donc la SNCF est dans le tour de table. Donc on essaye à la fois de réfléchir en termes de stratégique et puis derrière d'essayer de voir comment on peut concrétiser ça par des actions opérationnelles qui sont cofinancées par la région et les différents partenaires. Voilà grosso modo ce que c'est que ce dispositif résidence. On l'a testé à Clermont-de-Loise, ça a bien fonctionné. On l'a déployé à Tergnier dans l'Aisne. Ça a bien marché. Alors le Covid nous a quand même beaucoup retardé parce que l'interdiction des déplacements et autres nous a retardé, mais on ne perd pas le cap. Actuellement à Audruic aussi il est déployé. On commence à Péronne. Donc la DDTM avec qui on discute va bien évidemment être au cœur de toutes ces réflexions. Voilà. L'idée encore une fois c'est de voir comment la région, en lien avec les agences d'urbanisme et les autres partenaires que sont l'État dans ces différentes dimensions, essaye de répondre à cette problématique centrale des centres-villes qui n'ont pas dit leur dernier mot. Il n'y a pas que la France qui n'a pas dit son dernier mot, il y a aussi les centres-villes, si vous voyez ce que je veux dire. Merci à vous, merci Fred. Du coup, on mesure bien que le temps est à la fois un allié précieux, mais une contrainte majeure. Le dispositif résidence, il illustre la nécessité de prendre le temps et j'imagine que c'est une condition de succès. Est-ce que sur les quelques exemples qui ont déjà commencé à se déployer, il y a une jonction qui est opérée avec les habitants, avec les citoyens? Est-ce que ce volet est pris en compte? J'imagine que oui. De quelle manière? Alors, c'est vraiment une question pertinente et absolument essentielle. Effectivement, l'erreur, ce serait de limiter cette réflexion à un certain nombre de catégories d'acteurs et de perdre de vue ceux qui sont les premiers usagers du centre-ville, c'est-à-dire les citoyennes et les citoyens. L'autre ambition du dispositif résidence, c'est de travailler en mode participatif, avec la difficulté que représente le participatif. Ce n'est pas seulement un slogan, ça doit être aussi une réalité. Je vais parler concrètement. À Clermont-de-Loise, ce n'est pas propre à cette commune, précisons-le. À Clermont-de-Loise, on s'est aperçu, à la lumière des balades urbaines qu'on a pu faire, des enquêtes de terrain, on n'y croisait pas certaines catégories de la population, les jeunes par exemple. La question, c'est pourquoi les jeunes ne viennent pas en centre-ville. Et c'est un constat qui par ailleurs était partagé avec la mairie et qui nous a demandé d'investiguer spécifiquement cette question, sachant qu'il y a dans cette commune un centre social qui est dynamique, il y a un cinéma en centre-ville qui est par ailleurs de gestion publique, il y a un grand lycée. Donc on a travaillé aussi avec des lycéens pour comprendre leurs pratiques, leurs habitudes et qu'est-ce qui pourrait les amener à venir plus souvent en centre-ville. On s'est aperçu aussi que les couples, les familles venaient peu en centre-ville.
Alors que dans cette ville, il y a 2 écrins de nature exceptionnels dans la partie haute de la ville. Donc ça a été aussi l'occasion de faire un travail participatif sous la forme de micro-trottoirs, sous la forme d'ateliers, sous la forme d'entretien. On a répété l'exercice à Tergnier également. Et puis à Péronne, on s'apprête à faire la même chose pour essayer, encore une fois, de ne pas déconnecter cette réflexion malgré la richesse et la diversité des parcours présents dans cette équipe projet, avec les principales et principaux concernés par la pratique du centre-ville que sont les citoyens, les citoyennes. Voilà. On le voit, le temps de la réflexion est important, mais et les élus locaux y sont sensibles le temps de l'action. Et du coup, vous évoquiez, vous balayez un petit peu tout à l'heure les thématiques, ou en tout cas le périmètre d'intervention de la région, possibilité d'intervenir sur les investissements, sur les équipements. Est-ce qu'on peut aller, et là peut-être que l'État nous apportera aussi certaines réponses dans l'exposé que Mme Gorly va nous faire tout à l'heure, est-ce qu'on peut aller jusqu'à des déficits d'opérations de promotion, des opérations immobilières, des opérations d'aménagement ? Alors, on n'a pas eu le cas à ce jour dans les projets. Après, il y a des gros dossiers qui sont plutôt pris en charge par l'établissement public foncier qui permet de débloquer justement les grosses opérations à déficit. Nous, si on interviendrait plutôt sur justement le déficit pour la commune. On pourrait venir éventuellement subventionner une partie de ce déficit dans ce type d'opération. Pour en revenir sur la temporalité, ce qui a été un facteur de réussite, on va dire, dans la Somme, c'est que déjà auparavant, pendant plusieurs années, le département et l'État avaient financé des grosses études stratégiques sur les centralités, la revitalisation des centres-villes, etc. Donc quand notre dispositif est sorti, on a pu tout de suite trouver des projets en investissement. Donc c'est pour revenir sur votre question de la temporalité. S'il y a des études et des stratégies, des feuilles de route, on arrive à dérouler tout de suite de la subvention avec du gros équipement et de la grosse opération d'envergure, en tout cas rayonnante. Pour les territoires où il n'y avait pas eu cette réflexion, on a dû la lancer et donc les opérations sortent que là en 2022 ou vont sortir même un peu plus tard. Mais il faut du temps aux élus déjà pour avoir une acculturation à ces problématiques, hein, parce que on change un peu aussi de philosophie par rapport à ce qu'on faisait avant en termes d'aménagement. Hein. On ne va plus dans les périphéries. D'ailleurs, nous, notre délibération, on demande un engagement de principe du maire de ne plus développer le commerce en périphérie pour bénéficier des subventions de la région. Donc c'est vraiment une volonté forte de la région de concentrer les efforts dans les centres-villes. Mais du coup, toutes les collectivités qui ont pu faire des feuilles de route et des stratégies, aujourd'hui déposent des dossiers qui sont financés directement par la région et nous permettent d'avancer et d'avoir un effet levier qui est palpable, visible tout de suite. Alors, du coup, avant d'aborder la réponse plus globale de l'État, sur l'intervention, ou en tout cas l'historique des interventions de la région, est-ce qu'aujourd'hui, on parlait d'engagement là sur le foncier, est-ce qu'en matière justement de transition écologique, d'habitat durable, de pratiques vertueuses, est-ce qu'il y a un cahier des charges, est-ce qu'il y a des contraintes, est-ce qu'on peut même parler de règles vertes lorsque la région intervient, accompagne ? Au jour d'aujourd'hui, en tout cas sur le volet investissement, on n'a pas ce type de critères. Par contre, c'est des choses qu'on pousse dans les comités techniques et dans les réunions stratégiques avec les élus. Et on ne finance pas, par exemple, tout ce qui est voirie. On va être plutôt sur les aménagements paysagers, le mobilier urbain. Tout ce qui va relever de la voiture, c'est ce qu'on enlève des dépenses subventionnables sur un dossier. Donc on n'incite pas vraiment les élus à aller vers du tout route. On les incite plutôt à aller vers de l'intermodalité, vers de la voie douce, vers du circuit court. C'est plutôt ça la philosophie. Après, on n'a pas de règles précises qui viennent conditionner les aides à l'atteinte d'objectifs particuliers. Ça pourrait être une idée, c'est peut-être d'ailleurs en train d'être réfléchi par nos élus, parce que toutes les politiques sont en train d'être réélaborées pour l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on est sensible et sur lesquelles on essaie de sensibiliser les élus.
Dernière question. Si un territoire, une commune, un maire veut s'engager ou imagine s'inscrire dans le dispositif résidence, il fait comment? Il y a des prérequis, il y a un guichet Alors, par rapport à l'appel à projet qu'a évoqué Soufiane, qui donc va bientôt prendre fin, quand je dis va bientôt prendre fin, il y a cette temporalité que tu évoques, Frédéric, 31/12/2022, du point de vue du temps administratif, c'est demain. Parce qu'il y a tout le temps de délibération, le temps de traitement administratif. Donc je dirais que pour il y a un premier round, ce dispositif, les communes du moins qui peuvent en bénéficier, est déjà clos. Ce qui ne veut pas dire que dans la prochaine politique régionale en faveur des communes, il ne soit pas reconduit. On a beaucoup de demandes, il y a une certaine appétence du point de vue des agents de la région, je crois que je peux le dire sans trop prendre de risques, du point de vue de nos partenaires, que ce soit du côté des agences d'urbanisme, mais des autres partenaires que j'ai évoqués tout à l'heure, il y a une volonté de poursuivre dans ce sens. Et écoutez, en tant que chef de projet résidence, moi je souhaiterais vivement qu'on puisse continuer cet accompagnement sur mesure, parce que vraiment il a montré, avec toute la modestie qui s'y est, on ne réinvente pas, il faut être prudent, hein, on n'est pas en train d'expliquer qu'on a réinventé les centres-villes, mais on a apporté une plus-value minimale, notamment par le regard extérieur qu'on peut apporter sur les projets. Et puis, tu parlais tout à l'heure, Frédéric, de cette dimension relative à la transition écologique, tout ça. S'il faut être prudent, effectivement, dans le rapport que la région peut entretenir avec les collectivités suprarégionales, faut avoir aussi ce respect vis-à-vis de l'autonomie des collectivités, des communes. Pour autant, pousser les communes à réfléchir sur le rééquilibrage des modes de transport, sur les mobilités actives, sur la qualité des espaces publics, enfin, le tout béton, un espace public agréable, c'est un espace public apaisé, c'est un espace public où on ralentit, et donc c'est bon pour à la fois l'attractivité en termes démographiques, en termes résidentiels, et puis y compris pour les commerces. Tu sais comme moi, Frédéric, hein, les commerçants, ils sont tous contre la réduction du stationnement et la piétonisation avant qu'on le fasse. Et puis une fois que ça a été fait, la première des réflexions, c'est pourquoi on ne l'a pas fait avant, quoi. Parce que, évidemment, ça a des effets bénéfiques. C'est un peu généraliste ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai, ça s'est avéré vrai dans un certain nombre de cas. Donc voilà. On l'espère, cette politique à venir de la région, elle est en cours de réflexion. Et on espère, nous, techniciens, avec la neutralité qui s'impose à nous, on espère qu'elle sera reconduite avec les dispositifs qui ont été évoqués par Soufiane, et notamment la résidence. Puis, à mon sens, ce qui fait le succès des résidences, c'est qu'on est venu outiller des territoires qui n'avaient pas accès à de l'ingénierie et à des outils comme les agences urbaines. Dans l'Aisne, il n'y a pas d'agence urbaine, il n'y a pas d'établissement public foncier. Donc il y a vraiment ce déficit d'ingénierie qui est plus prégnant dans la partie sud de la nouvelle grande région, donc l'ancienne Picardie, que dans le nord où ils sont beaucoup plus outillés. Il y a beaucoup plus de cabinets d'études aussi en urbanisme, etc. Donc c'est vrai que ça vient pallier un peu ce manque-là de ce côté-là de la région en tout cas. Merci de ces précieuses infos. Alors pour réparer la ville, on n'est pas trop effectivement d'intervenants et d'acteurs. Et donc du coup, on a parlé tout à l'heure d'action cœur de ville, de la revitalisation des centres-bourgs. L'État était un petit peu là aussi à la baguette, à l'initiative entre guillemets. J'ai l'impression que le dispositif Petite Ville de demain, il aurait peut-être vocation à coiffer un peu l'ensemble de ces dispositifs, l'ensemble de ces démarches. Madame Gorlier va nous expliquer un petit peu ce que fait l'État dans tous ces domaines. Alors c'est pas tout à fait ça, Monsieur Fauvet. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois de cette invitation donc pour l'aide des DTM de la Somme. Alors ça ne vient pas coiffer. Donc Petite Ville de demain, c'est bien un nouveau programme qui est porté également par un nouvel acteur,
qui est l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui a été créée au 1er janvier 2020 et qui nous donne un certain nombre de moyens déjà au niveau national pour porter cette politique publique. Donc moyens qui préexistaient, mais là il y a vraiment une nouvelle dynamique, à la fois en termes de moyens humains, mais aussi en termes de moyens financiers. Donc qui est porté par ce programme Petite Ville de demain. Par contre, ça n'écrase pas l'existant. C'est un programme qui vient compléter ce qui existe, les projets qui ont pu avancer grâce au partenariat qui a pu exister préalablement, à d'autres appels à projets, portés par l'État, portés par la région, portés par le conseil départemental, quand ils existent. Donc on vient compléter avec une boîte à outils vraiment complète, mais vraiment aussi qui permet de faire du cousu humain, vraiment de s'adapter aux problématiques. On a parlé beaucoup de diagnostic, de s'adapter aux besoins des habitants, de concerter, d'étudier. Donc tout ça, ça va être fait dans le cadre du programme. Et après, on va pouvoir apporter donc, ces moyens financiers complémentaires. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'ingénierie, mais comme la région, on va aussi s'organiser par le biais de contractualisation, des contrats qu'on va appeler CRTE, pour débloquer également l'accès à des crédits d'investissement par rapport aux programmes et aux projets de territoire qui seront financés dans le cadre de Petites Villes de demain. Alors du coup, vous avez prévu de balayer un petit peu l'ensemble de cette boîte à outils. Je pense même qu'il y avait un petit diaporama qui a été préparé. Et donc du coup, je vais vous laisser le lancer. Si on peut l'avoir en même temps à l'écran, on voit effectivement la multiplicité des acteurs, y compris financiers, puisque la Caisse des dépôts, j'allais dire la Banque des territoires est également présente. Je vous laisse dérouler et j'hésiterai pas à vous interrompre s'il y a des acronymes barbares et Alors, des définitions. il y en aura forcément. insondables. Merci beaucoup. Alors je n'arrive pas à le faire défiler avec la souris. Alors on va revenir un petit peu sur la notion de maillage, c'est un petit peu important parce que tous ces programmes qu'on a pu évoquer vont avoir une cible un peu particulière. Donc le but c'est vraiment de trouver pour chaque typologie de communes, de pôles, en particulier les pôles qu'on va appeler nous centralités, donc des pôles structurants, voilà, la bonne organisation en matière de développement, en matière d'équipement, de services, etc. Donc ça c'était important de conforter en fait toutes ces polarités dans leur rôle qui jouent en matière d'accès aux services, mais aussi pour répondre aux besoins des habitants. On l'a beaucoup évoqué. Le début, on va dire, de toutes ces démarches, c'est vraiment l'appel à manifestation d'intérêt national, donc porté par l'État, qui a été mis en place en 2014. Voilà, je vous donne un peu les notions de périmètre pour vous montrer comment Petite Ville de demain va lancer une nouvelle dynamique. Pour cette premier appel à manifestation d'intérêt national, il y avait 54 lauréats au niveau national. 5 en Hauts-de-France. Et c'est ce qui a démarré donc un petit peu le partenariat qui a été évoqué par Sofiane. Alors État, CAUE, Conseil départemental au niveau historique, Banque des territoires en 2018, Conseil régional en 2019, et maintenant Petite Ville de demain, là aussi avec un partenariat beaucoup plus élargi, et avec de nouveaux partenaires qui vont venir nous rejoindre. Le deuxième programme donc d'envergure, c'est Action Corps de Ville. Donc Sofiane a parlé de ACV, donc c'est effectivement le sigle qui est dédié. Donc je vous ai mis une petite cartographie pour vous montrer là également les périmètres au niveau Hauts-de-France. Donc là, le périmètre s'élargit une nouvelle fois, 222 lauréats au niveau national, 23 dans les Hauts-de-France. Voilà. Mais là, la cible, elle était vraiment ville moyenne, entre 10 000 et 20 000 habitants. Donc il y a eu vraiment un sentiment de manque, je pense qu'on peut dire ça, par rapport aux petites villes. Et là, on a eu vraiment la région qui s'est positionnée quasiment tout de suite après pour combler ce manque et répondre aux besoins des communes un peu plus modestes, avec l'appel à projet qu'a défini Sofiane. Donc là, on a eu 114 lauréats dans la région, donc 18 dans la Somme. Aujourd'hui, Petite Ville de demain, avec les lauréats qui ont été annoncés donc, en décembre 2020, on est sur 97 lauréats au niveau de la région, avec plus de 1650 communes lauréates au niveau national.
Donc là, vous sentez bien la dynamique, la volonté de pouvoir apporter à chacune de ces communes des ressources supplémentaires en ingénierie. On a beaucoup parlé de ce déficit en moyens humains au niveau de ces collectivités, mais aussi des moyens financiers, donc portés par la Banque des territoires, donc des cofinancements d'études, de diagnostics pour bien cibler les problématiques et qui vont être portés, alors une partie conseil régional, une partie conseil départemental. Donc vous voyez aussi l'importance du partenariat. Donc nous, dans la Somme, on avait effectivement donc cette chance de travailler déjà en partenariat tous ensemble. Mais là, ça prend une nouvelle dimension, un nouveau sens. Donc je rappelle que PVD donc, poursuit les dispositifs existants. Donc là, j'ai une cartographie du département que je connais bien, donc la Somme. Vous voyez tous les lauréats Petites Villes de demain. Mais vous avez aussi des étoiles qui vous montrent les collectivités qui étaient déjà en réflexion, qui étaient déjà en cours soit d'études, de diagnostics, financées par le conseil départemental ou accompagnées par la région. Alors l'offre de services Petites Villes de demain, elle a été très largement alimentée au niveau national. Donc la NCT travaille par des partenariats qui sont mis au niveau national et déclinés dans une offre de service globale. Donc il y a plus de 100 pages sur cette offre de service. Le but, c'est qu'en fonction des problématiques rencontrées par les élus, ils puissent trouver une réponse, un partenaire, un interlocuteur dans cette offre de service. Du coup, il me vient une question, je vais vous interrompre de temps en temps. Lorsqu'on s'engage sur ce type de programme, alors on va parler de Petites Villes de demain, je ne sais pas s'il y a une durée moyenne pour commencer à opérer des réalisations concrètes, mais si on devait l'estimer, vous auriez une idée un peu, voilà, je suis dedans. Alors les étapes clés du programme, elles sont quand même assez bien cadrées. Donc déjà le programme c'est 2020-2026. Donc là, c'est une volonté vraiment nationale de se caler sur les périodes électorales, puisque je pense que l'expérience a montré que quand le projet territoire était coupé au milieu d'une élection, d'une échéance électorale, ça pouvait complexifier un petit peu son avancée. Donc là, on est vraiment sur les échéances électorales municipales et des collectivités. Donc ça, c'est quand même une certaine pertinence. Et sur ces 6 ans, donc, est prévue déjà la formalisation d'une convention d'adhésion. Donc c'est vraiment les premiers éléments qu'on discute avec les collectivités. Donc on a rencontré chaque commune avec son EPCI. C'est très important d'avoir ce binôme, collectivité, intercommunalité et commune. On a formalisé donc leur volonté à l'un et l'autre de rentrer dans le programme, de définir ce projet de revitalisation et d'aller au bout de ce programme au bout des 6 ans. Donc aujourd'hui, toutes les conventions sont rédigées. Elles sont toutes signées sauf une, qui est signée par les collectivités, mais on voudrait faire une petite signature officielle, donc elle est en attente. Mais aujourd'hui, toutes les conventions d'adhésion sont signées dans la Somme, on peut le dire. Et au niveau national, 90% des conventions d'adhésion sont signées. Donc là-dessus, c'est vraiment la première étape. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de nouvelles fournées ? Non, tout à fait. Il n'y a plus de nouvelles fournées. Ça, c'est clair et net, confirmé à plusieurs reprises par la NCT. Dans cette convention d'adhésion, les collectivités s'engagent à ce qu'on appelle à faire un projet de territoire formalisé. Un diagnostic, quand il existe, on l'utilise, quand il n'existe pas, on le fait, mais elles s'engagent à formaliser, en fonction du résultat du diagnostic, un projet, action par action et domaine par domaine. Donc c'est pas je traite que l'habitat, je traite que le commerce, je traite que mes mobilités, mes stationnements, mes équipements publics. On demande bien une vision globale de tous ces domaines qui vont concrétiser un projet de territoire complet et pertinent. Donc là, on cadre légèrement les collectivités, on le dit bien. Donc c'est 18 mois. Donc dans la convention d'adhésion, on laisse 18 mois donc aux collectivités pour s'organiser, pour rédiger leur projet. Elles ne le rédigent pas toutes seules. Il y a déjà des partenaires techniques qui se sont positionnés pour aider à cette rédaction de projet de territoire. L'agence d'urbanisme, pour ne pas la citer, mais d'autres vont pouvoir aider, la Banque des territoires, etc., le CAUE. Donc tactiquement, elles vont être très bien accompagnées. Et donc ce projet de territoire, il va avoir un nom un peu barbare, c'est l'ORT. Opération de revitalisation des territoires. C'est un outil juridique et fiscal qui a été mis en place par la loi Elan, qui a été créé par la loi Elan, et qui va aider les collectivités concrètement dans leurs projets.
Ça va limiter le développement du commerce en périphérie, faciliter l'implantation des commerces dans les centres-bourgs, faciliter la réhabilitation des logements vacants en centre-bourg, etc., etc., etc. Donc on n'est pas que sur un dispositif volontaire, on est aussi sur quelque chose qui est aujourd'hui contraint, guidé par la loi. On va juste faire une petite pause, je crois que nos amis de la région doivent nous quitter. Du coup, on accueillera également, si elle nous rejoint, Madame Clomès, la directrice, dans quelques instants, en vous remerciant encore et en vous disant que les portes sont grandes ouvertes. Merci beaucoup pour et l'invitation. on espère la réciproque. Si jamais des architectes se manifestent pour accompagner des projets, on ne manquera pas effectivement de vous solliciter. Merci à vous. Je vous laisse poursuivre, Madame Gorlier. Et donc, du coup, on était sur la loi Elan qui a permis effectivement, enfin qui en tout cas donne un cadre légal, parfois contraignant, en tout cas du point de vue de certains élus. J'imagine que ça facilite le déploiement du dispositif. Alors c'est sûr que ça facilite le déploiement du dispositif. Surtout, on va bien imaginer que si le projet de territoire va permettre une extension très forte en périphérie, forcément la revitalisation du centre va s'en ressentir. Donc nous, au niveau des services de l'État, on va appliquer une politique public, on va dire, un peu globalisé, qui va être aussi en lien avec ce qu'on peut porter au niveau de la consommation foncière. On va vraiment essayer de restreindre ces projets qui sont consommateurs de terres agricoles, de terres naturelles, avec tous les enjeux qu'on peut imaginer derrière. On va vraiment essayer d'accompagner, de favoriser, de financer tous ces projets pour revitaliser au centre des collectivités. Je reviens juste sur une mesure phare du programme Petite Ville de demain, c'est le recrutement des chefs de projet. Donc vraiment dans une mesure très très importante pour pallier le manque d'ingénierie, on va financer à 75% un chef de projet par territoire EPCI. Donc ça c'est important. Aujourd'hui dans la Somme, on est à 8 chefs de projet recrutés sur 12 territoires qui potentiellement le peuvent. Donc c'est quelque chose qui avance. Je vais peut-être laisser la parole à Grégory parce que je pense qu'il voulait rebondir un petit peu sur cette notion de chef de projet. Oui, Grégory Villain, qui dirige le CAIE dans la Somme, a eu le bonheur et le loisir d'être un peu en amont de ces démarches et donc du coup de voir arriver cette nouvelle race un petit peu de managers et de pilotes un petit peu de ces projets. Comment ça s'est passé ? Donc merci pour l'invitation, Frédéric. Donc je vais répondre assez concrètement à la question que pose Emeline. Pour autant, je voudrais revenir quand même sur quelques éléments diagnostiques. Je pense que c'est quand même important et ça, il faut le dire. On a eu un phénomène de métropolisation qui est quand même engagé depuis plusieurs dizaines d'années. Et en fait, on se rend compte, y compris dans l'ensemble des schémas qui structurent le territoire, qu'on mesure l'importance d'un territoire par rapport à son poids démographique et sa capacité à fabriquer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire à créer de la richesse pour alimenter le produit intérieur brut. Et ce qui fait qu'il y a toutes des lignes de financement qui sont orientées et qui accompagnent ce phénomène de métropolisation, y compris si on passe 2 heures dans un train pour aller avoir une offre professionnelle, culturelle, etc. Et on ne mesure pas du tout ce qui est de la ressource. Par exemple, si vous avez des forêts, des champs, de l'agriculture, ça ne va pas forcément faire le poids. Donc depuis 2014, même avant, je pense qu'il y a vous avez des géographes comme Christophe Guilluy qui avaient déjà fait ce diagnostic. Et alors je ne sais pas quel est l'algorithme exact, mais on se rend compte qu'on apporte beaucoup plus de financement pour quelqu'un qui habite en ville que pour quelqu'un qui habite à la campagne. Donc effectivement, en 2014, il y a tout un phénomène de rétropédalage où on se rend compte qu'il faut aussi qu'on réussisse à développer ces polarités intermédiaires. Donc ça, c'est un mouvement qui est engagé et nous, on est ravis, en tant que CAUE, parce que c'est quelque chose qu'on porte depuis toujours, où finalement, la notion de ruralité doit aussi rimer avec modernité.
On ne peut pas forcément dire ah bah oui, mais vous allez, les jeunes vont à la métropole pour trouver un emploi, une offre culturelle, et finalement, dans ces bourgs, il reste plus du patrimoine, des personnes âgées et un manque d'activité. Donc ça, donc on est forcément, on a été forcément partenaire. Alors je crois que c'était en 2017, hein, peut-être le premier atelier. Voilà, donc on avait été voilà, l'atelier zéro qui s'appelait l'atelier zéro. Donc on a donc on parlera après de zéro artificialisation nette, mais c'est un autre sujet. Donc on était effectivement, on a travaillé avec le département et l'État qui nous avait sollicité pour commencer à faire une série d'ateliers. Donc on avait effectivement, il y a des choses qui sont très concrètes aujourd'hui, c'est-à-dire on avait fait un des premiers ateliers sur la nature en ville à Poix-de-Picardie. Et j'ai envie de dire que la boucle est bouclée parce que c'est Madame le maire qui a engagé son premier mandat en tant que maire ou son deuxième mandat. Finalement, l'ensemble de ces ateliers qu'on avait pu décentraliser dans des communes qui avaient été identifiées dans 50 centres-bourgs, enfin, il y a eu une vingtaine d'ateliers. Parce qu'elle a fait ces ateliers, aujourd'hui, son projet, c'est de renaturer sa place, de refaire découvrir la Poix à ses habitants. Donc, c'est la rivière qui coule, qui aujourd'hui n'est plus visible et qui passe sous la place de Poix. Donc peut-être pour revenir sur la question de l'ingénierie et du recrutement. Parce qu'effectivement, nous, les CAUE, vous en avez dans l'ensemble des départements des Hauts-de-France. On en est en général des petites équipes, mais on a aussi une connaissance du territoire. On a en général à peu près 40 ans, parce qu'on a été créé dans le cadre de la loi sur l'architecture 1977, et on a capitalisé une connaissance du territoire qui est aussi, qui aujourd'hui, il faut la réexaminer, et lui donner une vraie valeur ajoutée. Alors sur cette, donc bien sûr que les petites villes de demain, mais aussi les autres peuvent mobiliser le CAUE. Alors il y a l'exemple de Poix, mais il y a aussi, je pense à Feuquières-en-Vimeux, qui n'est pas petite ville de demain, mais qui avait tous les atouts pour l'être, ou sur lequel on a fait un travail sur une place, où là, effectivement, ils ont recruté une assistance à maîtrise d'ouvrage pour réaliser ce projet. Alors peut-être juste quand même, sur la question de l'ingénierie et du recrutement, moi je pense que les architectes ont... alors s'il y a des architectes qui nous écoutent, hein, c'est un peu le but de l'exercice d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est une profession... Alors bien sûr, architecte urbaniste, c'est encore mieux. Architecte, urbaniste, paysagiste, c'est encore mieux. Mais bon, je pense que, comme je le dis souvent, un projet de territoire, ça se décrit, mais ça se dessine également. Et quelquefois, le fait de pouvoir... qu'est-ce que c'est une place publique de qualité ? Une fois qu'on a dit qu'il fallait planter des arbres, bon ben oui, mais où est-ce qu'ils vont faire de l'ombre sur les mamans qui vont attendre leurs enfants à l'école ? Donc je trouve que il faut être c'est aussi des projets qui sont ouverts à des gens qui sont créatifs. Il y a un bon exemple dans les Hauts-de-France, qu'on vous connaissez, hein, c'est Clément Mangot qui a été animateur dans le cadre de l'AMI Centre-Bourg sur Guise, donc dans l'Aisne, hein, un territoire qui est quand même qui avait quand même beaucoup de difficultés. Et en fait, sa capacité parfois à prendre le crayon a pu aussi permettre de réactiver les choses. En plus, je pense que les architectes ont aussi souvent une bonne vision de la ville, ou une bonne vision des communes rurales par rapport à leur patrimoine, par rapport aussi au fait que c'est de la matière vivante. Ça veut dire que quelquefois, on peut démolir un bâtiment, on peut créer un percement, voilà. Donc c'est quand même... C'est vrai que c'est un peu des moutons à 5 pattes, hein, si je peux me permettre, hein, Emeline. Mais je pense que s'il y a des jeunes archis qui voient leur contrat se terminer en agence, bon, je vais tout faire tomber, qui voient leur contrat se terminer en agence, peuvent tout à fait postuler sur ce type de poste, me semble-t-il. Oui, on disait tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs salves de labellisation, qu'on est calé un peu sur le rythme des élections locales pour favoriser l'émergence et le suivi surtout de projets existants. Mais du coup, voilà, il y a plusieurs étapes, il y a certainement effectivement des ressources qui bougent,
et du coup des chefs de projet et des gens qui sont capables d'alimenter le récit, parce que c'est un peu ça en amont. Il faut engager le récit autour du projet pour convaincre l'ensemble des acteurs. Du coup, voilà, ces profils-là aujourd'hui sont vraiment divers et variés. Alors, moi, je pense qu'il faut être créatif. Ça, c'est sûr. Moi, je pense qu'il faut être créatif, quel que soit là. Si on a même une autre casquette, je sais que à AM, c'était quelqu'un, dans le cadre du premier AMI de 2014, c'était quelqu'un qui était paysagiste. Aujourd'hui, nous, CAUE, on participe au recrutement donc du chef de projet à NEL et AM. Donc, c'est aussi une architecte qui a été recrutée. On participe aussi, donc là c'est une urbaniste qui a été recrutée sur Corbie, le Val-de-Somme. Donc en tout cas, nous, je pense que c'est une des quand même la capacité à créer un récit. C'est peut-être aussi comme ça qu'il faut le dire. Je pense que c'est important, quoi. On questionnait le conseil régional tout à l'heure sur les contraintes qui pouvaient encadrer leur dispositif d'intervention. Est-ce que les projets qui sont issus, qui sont encadrés, accompagnés par Petites Villes de demain, doivent obligatoirement, sur certaines questions, sur certains sujets, répondre effectivement à des critères précis. On parlait de transition écologique tout à l'heure. Si on met plus de matière grise dans tout ça, c'est peut-être pour consommer moins de matières premières, non ? Alors la transition écologique est effectivement une attention particulière de l'État, mais aussi de ses programmes. Mais on aura des points d'attention qui sont un peu plus importants que cela. On a parlé de la concertation avec les habitants. Nous, on est très vigilants par rapport à ces dispositifs de concertation. On engage les maires dès en amont à dialoguer avec leurs habitants, à mettre au point aussi des choses un peu innovantes dans le dialogue qu'ils peuvent avoir avec leurs administrés. On va être très regardant aussi sur la globalité de la problématique qui est prise en compte. Donc, je dirais aujourd'hui, très souvent, on a des maires qui viennent, ils n'ont pas de médecin, ils ont des soucis de logement indigne, ils ont des commerces vacants. Voilà, ils ont une idée souvent, et une idée va venir traiter une autre problématique. Ben, j'ai pas de médecin, mais voilà, j'ai pas d'attractivité, j'ai pas de pharmacie, et le lien avec le commerce va être fait, le lien avec le stationnement, les mobilités, les cheminements. Voilà, c'est vraiment tous ces points d'attention. Donc on discute avec les partenaires, on a des grilles d'analyse en fait avec les partenaires sur les projets, sur les dispositifs de subvention qu'on accorde. Donc souvent tous les financeurs se retrouvent très régulièrement, souvent tous les mois, pour décider ensemble du positionnement qu'on peut apporter aux collectivités et aux demandes donc qu'on peut avoir. Et pour ça, il y a une boîte à outils. Je vois que vous avez mis une diapo qui récapitule un petit peu l'ensemble des dispositifs qui sont mobilisables. C'est considérable. Dites-nous un petit mot de tout ça. Voilà, donc j'ai parlé de l'ANCT. Donc l'ANCT va déployer Petites Villes de demain, mais va déployer aujourd'hui beaucoup d'autres choses, d'autres programmes, effectivement avec des problématiques qui vont toutes traiter la revitalisation des centres-bourgs, mais qui vont être vraiment diversifiées. Donc il y a tout ce qui a trait au numérique. Aujourd'hui, on est très regardant aussi pour offrir aux habitants ces dispositifs numériques. Alors là, on a France Mobile qui va déployer la fibre, le haut débit, mais aussi des bornes Wi-Fi dans les zones d'aménagement, d'animation qui pourront être mis en place dans le cadre du projet urbain. Donc ça, c'est aussi déployé par la NCT. Il y a tout ce qui est programme pour développer les nouveaux lieux liés au coworking, au télétravail. Là aussi, Péronne, on l'a cité Péronne, donc qui a mis en place un tiers-lieu sur le numérique pour résorber un petit peu voilà, les problématiques de fracture numérique. Donc ça, c'est un nouveau programme qui s'appelle Nouveaux lieux, nouveaux liens. Et on a parlé aussi de financement de déficit. Donc nous, on est à la 2e édition aujourd'hui de ce qu'on appelle l'AMI Friche, donc qui va financer donc les déficits d'opérations, donc de réhabilitation de friches. On sait que c'est des opérations qui coûtent relativement cher. Donc là également, l'État déploie voilà, des financements de déficit sur ces opérations qui ont vocation, bien évidemment, à toucher aussi les communes lauréates Petites Villes de demain. Donc aujourd'hui, 2 communes ont été lauréates dans cet appel à projet.
Donc des appels à projets, il y en a presque tous les jours qui sortent. Donc le nouveau, il est porté par le ministère de la Culture, donc il va aussi s'attacher à la qualité du logement de demain, mais plus sur des aspects un peu plus larges, on va dire. Donc il y a aussi Microfolie, enfin là je pourrais jusqu'à 8h ce soir vous développer voilà, tout ce qui est déployé par la NCT. Donc, mais aujourd'hui c'est vraiment très très riche et il y a vraiment beaucoup de moyens qui sont mis en place dans ce cadre-là. En lien, on l'a dit, avec l'ensemble des politiques publiques qui sont portées par l'État, donc j'en ai parlé, la planification de l'urbanisme. C'est extrêmement important que ces projets de territoire soient réfléchis sur un terme qui est quand même long, moyen terme, on va dire, dans des documents qui ont aussi vocation à toucher l'urbanisme, à ouvrir les ouvertures ou à cadrer, donc les projets qui pourront être réfléchis dans ce cadre-là. La sobriété foncière, si j'ai encore quelques minutes, je pourrais rappeler qu'il y a quand même une loi assez récente, donc du 22 août 2021, donc la loi climat et résilience qui a posé des termes quand même assez ambitieux pour limiter donc l'artificialisation des sols. L'État va contractualiser, donc là de façon opérationnelle, j'ai parlé des ORT, mais il y a aussi les CRTE, donc les contrats de relance et de transition écologique. Là le cadre il est beaucoup plus large, il y a plusieurs EPCI qui vont venir faire ces contrats avec l'État et qui vont conditionner donc l'accès au crédit d'investissement. Donc, et Petite Ville de demain est un volet obligatoire de ces CRTE. Je n'ai pas parlé des OPA, mais forcément les opérations de réhabilitation de l'habitat privé sont des volets essentiels de ces projets. Et l'opération de revitalisation des territoires que j'ai déjà mentionnée a vocation à regrouper, en fait, à valoir, quand les conditions sont requises, OPA automatiquement donc pour ces projets, pour résorber la vacance, réhabiliter le bâti ancien, etc., etc. On voit que la multiplicité là, des dispositifs nécessite de l'éclairage du Conseil. C'est un peu le rôle des CAUE, ou peut-être du CAUE de la Somme en tout cas. Je pense que c'est le rôle des CAUE, effectivement, de forcément réinscrire une demande, la demande d'un bénéficiaire, qu'elle concerne un bâtiment, un document d'urbanisme ou un conseil en paysage, dans une dynamique de projet. Ça, je pense que c'est essentiel. Donc, Emeline l'a dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces projets pour Petite Ville de demain doivent s'inscrire dans un territoire plus large. Et ça paraît évident parce que quand vous avez un EPCI, s'il y a 2 gares, les élus intercommunaux se sont mis d'accord pour laquelle des 2 gares soit la gare de l'intercommunalité, par exemple. Est-ce que c'est les 2 gares? Est-ce que c'est une en priorité? Donc tout ça, c'est quand même des questions qui se règlent à une échelle plus vaste. Pour répondre aussi, et compléter peut-être la réponse, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez aussi les plans climat, air, énergie territoriaux, donc, qui s'appliquent avec des objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lignes financières liées au développement de la biodiversité. Donc je dirais qu'aujourd'hui, s'intéresser à Petite Ville de demain, c'est forcément s'intéresser, je dirais, au PLUI. Ça, je pense que ça me paraît assez évident. Et puis, au moins au PCAET, Plan Climat Énergie Territoriale, qui doit être compatible avec le SCOT, le SRADET. Peut-être quand même aussi redire sur cette question justement liée à l'écologie. Bon, il y a la loi climat et résilience. Il y a aussi, les architectes sont concernés là tout de suite, avec la réglementation environnementale 2020 qui s'appliquera en 2022. Donc je pense qu'aujourd'hui les contraintes sont là. Enfin, les contraintes vertueuses, j'ai envie de dire, justement, c'est vraiment comme ça qu'on pourra peut-être remporter la bataille de la transition écologique. Et il y a aussi des dispositifs qui accompagnent. Je pense qu'il y a beaucoup de partenaires, comment dirais-je, d'office HLM, qui candidatent, ou d'autres partenaires au fonds Friche. Donc ça, c'est un dispositif qui existe depuis 2-3 ans. Depuis 2 ans. Et donc, ça veut dire que la profession, avec la loi climat et résilience, avec le fonds Friche, avec l'EPF, l'établissement public foncier qui se développe dans la Somme, cette problématique de revitalisation, de renouvellement urbain, elle va vraiment concerner beaucoup de monde.
Et alors je ne sais pas s'il y a des jeunes architectes ou des gens qui ont vocation à devenir architectes ou je ne sais pas, mais aujourd'hui, cette question de la valorisation du patrimoine, de comment on intervient sur ce patrimoine, il y a aussi des perspectives d'emploi. Hein. Dans la Somme, on a peu d'architectes du patrimoine. Et pour autant, l'ensemble de ces dispositifs convergent vers une prise en compte de plus en plus fine de ces friches qu'on ne pouvait pas réhabiliter avant parce que ça coûtait un fric monstre. Bah, maintenant, on va pouvoir le faire. Mais pour autant, elles ont une valeur patrimoniale. Donc, comment on se positionne, comment la profession se positionne sur ces projets. D'ailleurs, la profession en avait pris conscience puisque la présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes avait récemment répondu à la presse sur ce sujet. Et en préparant nos travaux de ce soir, j'avais découvert qu'il y a même des formations à destination des architectes pour s'emparer un petit peu de tous les outils petites villes de demain et les dispositifs connexes. Donc du coup, on voit bien effectivement que le potentiel est là, peut-être autour des chefs de projet, des animateurs de ces démarches, mais pas seulement. On voit bien effectivement que pour rentrer dans le cadre, dans les cadres, un certain nombre d'opérations, il va falloir manipuler un petit peu ces outils et intégrer un certain nombre de critères et de contraintes. J'aurais peut-être juste une dernière petite chose par rapport à ce que disait Emeline sur les appels à projets avec des... Et on s'en rend compte, nous, en tant que CAIE, parce qu'on est vraiment en lien direct avec les élus de proximité. Et suite à la période de la pandémie, hein, on a énormément la création d'espaces de convivialité. Donc ça pose aussi une question une autre question liée à la commande publique, c'est-à-dire comment on fait une commande auprès des architectes de bâtiments qui peuvent être amenés à évoluer. Donc ça c'est aussi un nouveau champ qui peut intéresser la profession dans les années à venir, quoi. La mutabilité des locaux, en fait. Exact. Oui, ouais. Oui, tout à fait. Donc ça a été aussi travaillé dans le cadre de la loi climat et résilience que j'ai pu mentionner avant. Il y a des facilités au niveau de l'urbanisme maintenant pour cette prise en compte. Alors en amont quand c'est possible, et quand le bâtiment existe, pour pouvoir effectivement changer de destination les locaux quand la destination ne répond plus aux besoins. Et de ne pas devoir consommer des nouvelles terres pour répondre à ces besoins. Donc c'est vraiment le sens des politiques aujourd'hui qui sont menées par l'État et ses partenaires. Du coup, si on veut suivre un petit peu l'actualité des différents territoires ou des différents projets engagés dans Petites Villes de demain et puis à tous les dispositifs connexes, comment on fait ? Il y a un lieu qui centralise, il y a quelqu'un qui aujourd'hui assure une visibilité de tout ça ? Emeline Gorlier, donc de la DDTM de la Somme. Donc j'essaye effectivement de jouer ce rôle de tête de réseau, puisqu'on a vu avec... Pour un seul département ou pour l'ensemble de la région ? Ah non, alors là je suis désolée, je suis vraiment... j'appartiens à un service départemental, donc je ne peux aujourd'hui qu'agir sur mon département. Donc j'ai ce rôle pour effectivement le département de la Somme. Au niveau régional, c'est un peu plus compliqué. On essaye de travailler plutôt avec la préfecture de région. Mais je vous avoue que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, la loi positionne le SGAR pour effectuer cette animation. Donc je pense que l'année prochaine, ça se mettra en place pour suivre au niveau régional, animer au niveau régional. Alors je sais que dans d'autres régions, ça se fait, notamment en 76. Ça, je sais que l'animation régionale est réalisée. Chez nous, c'est encore un petit peu compliqué. Donc vous pouvez me contacter pour la Somme. Le conseil régional est venu intervenir donc pour ces problématiques. Vous pouvez le contacter. Et puis contacter la DDTM du département qui vous concerne ou la préfecture. On aura voilà. la même architecture dans chaque département. On va retrouver des Emeline Gorlier dans les 4 autres départements. Peut-être pas Emeline Gorlier, mais en tout cas, soit la préfecture, soit la DDTM est positionnée forcément sur la délégation locale de la NCT. Un peu de prospective. Est-ce qu'il y a du coup, on a bien vu 2020-2026, mais est-ce qu'on est déjà dans la réflexion des dispositifs complémentaires qui pourraient manquer dans la boîte à outils ? Est-ce qu'on est déjà sur le cycle d'après ? On parlait de réparer la ville, c'est un chantier immense et donc du coup j'imagine qu'il faut du temps. C'est quoi l'étape d'après ? Alors l'étape
Après, nous, on est vraiment sur un programme, on vous l'a dit, hein, jusqu'à 2026. Donc, moi, j'ai les financements qui sont sécurisés jusqu'en 2026. Donc là-dessus, moi, j'ai une visibilité quand même à 6 ans. Sur l'offre de service, elle est régulièrement actualisée en fonction des problématiques. Donc, dernièrement, on l'a actualisée sur les problématiques de sécurité au niveau des centres-villes. Donc ça va se poursuivre au niveau des 6 ans, hein, dès qu'il y aura un partenariat peut-être nouveau ou une actualité particulière. L'offre de service va être complétée au fur et à mesure et rôle à la délégation locale de la NCT à diffuser ces nouvelles offres de service, ces nouvelles possibilités, ces nouveaux AMI qui seront mis en place dans la durée des 6 ans. Après, voilà, l'étape d'après, pour moi, elle n'est pas définie. Je pense que c'est déjà assez riche et assez complet à ce niveau-là. On va finir les 6 ans et puis on vous dira pour la suite. Grégory, le rôle un petit peu donc de la profession, on l'évoquait tout à l'heure, l'importance un petit peu du récit, du dessin et la capacité à donner un peu de relief. On a évoqué tout à l'heure l'implication, la participation des habitants. Sur les projets que vous avez regardés, où on en est sur cette réalité de la participation, de la concertation avec les habitants? C'est un vaste sujet. Je dirais que c'est la concertation des habitants, donc il faut forcément en faire. Je pense de toute façon, ça me paraît évident, et je pense que alors il faut en faire bien sûr sur la revitalisation des centres-bourgs et petites villes de demain, mais il y a un autre chantier et qui s'ouvre, c'est celui de la transition écologique et de la modification des paysages. Et ça, alors c'est pas moi qui le dis, c'est Bertrand Folléa qui est un paysagiste de renom. Effectivement, on sait, bon alors il y a eu le loupé des éoliennes, finalement, on peut presque le dire comme ça, où finalement on a regardé ce sujet avec des lunettes à échelle communale, alors qu'il fallait regarder ce sujet comme on le regardait il y a quelques années à l'échelle à minima à l'échelle d'un SCOT. Mais je reviens pas sur cette histoire-là, mais aujourd'hui vous allez avoir des méthaniseurs, vous allez avoir peut-être des centrales photovoltaïques. Donc je pense que là aussi il y a un gros sujet sur comment les gens vont accepter ces projets. Ça, je pense qu'il y a un gros sujet. Je pense aussi au canal Seine-Nord Europe. Ça, je pense aussi que ça on est vraiment. Je pense que la concertation, moi je pense qu'elle est importante à ce niveau-là. Au niveau de petites villes de demain, il y a eu des expériences. Alors il faut savoir que quelquefois il y a des bureaux d'études qui sont mobilisés par la DDTM et qui font de la concertation. Alors nous, en tant que CAUE, on n'a pas eu l'occasion, on le rappelle systématiquement. On rappelle systématiquement, toujours aussi dans cette notion de transition écologique, où je pense par exemple à la place de Feuquières en Vimeux, où on a dit attendez, avant vous avez lié de l'asphalte complètement sur l'ensemble de la place. Alors le bureau d'études travaille, mais si à un moment donné on ne comprend pas qu'il y a le plan climat air énergie territorial qui s'applique et que donc ça impliquera de virer un peu le macadam et de mettre des choses perméables. Donc ça veut dire que si c'est perméable, ça veut dire que quand il pleut un peu, on a un peu les chaussures qui sont un peu sales. Et si les chaussures sont un peu sales, il faut peut-être savoir l'expliquer aux habitants en amont qu'il y a des choses qui évoluent. Donc la concertation, elle est forcément, moi je dirais primordiale, mais plutôt finalement dans une action, dans une volonté de pédagogie en fait. On va arriver au terme de ces petits échanges. S'il y a un dernier message, une dernière recommandation à faire, Madame Gorlier, quelle serait-elle ? Effectivement sur les politiques publiques portées par les services de l'État. Aujourd'hui, on attend vraiment des projets urbains vraiment de qualité qui visent à la transition écologique, à la sobriété foncière, à la réhabilitation effectivement des locaux vacants ou des terrains vacants ou des friches. Donc vraiment, nous, on essaye de porter ces politiques publiques de façon globale, de façon contractualisée et vraiment d'accompagner au mieux les élus pour faire face à leurs problématiques et pouvoir vraiment avancer sur ces projets de territoire qui doivent prendre en compte, alors Grégory l'a très très bien dit, également le développement des énergies renouvelables qui ont tout leur place dans ces projets de territoire.
me reste à vous remercier. On vous réinvitera certainement pour continuer à suivre un petit peu ces projets. On essaiera de zoomer peut-être sur d'autres territoires avec des spécificités un petit peu différentes. En tout cas, si on veut retrouver, on le disait tout à l'heure, l'actualité département par département évidemment, mais les ressources majeures sont quand même du côté de l'ANCT, l'Agence nationale à la cohésion des territoires, qui, notamment en termes d'appel à manifestation d'intérêt, d'appel à projet, on parlait tout à l'heure d'innovation en matière de logement durable. J'ai vu encore effectivement ces dernières semaines un AMI sortir. Donc il y a des sources d'informations régulières qu'on peut consulter via l'ANCT. Merci à vous deux. Merci à vous. On renouvellera Merci beaucoup. l'exercice et les invitations. Merci. Merci. Merci.